Bonjour à tous et bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre pour ce festival de la COP2 étudiante. Donc aujourd'hui, on est avec Alexandre Rambaud, qui est docteur en mathématiques et en sciences de gestion, maître de conférences à AgroParisTech et chercheur au Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Il est également chercheur associé à l'Université Paris-Dauphine et il co-dirige la chaire comptabilité écologique ainsi que le département économie et société du Collège des Bernardins. Donc aujourd'hui, la problématique auquel il va répondre est la durabilité écologie vers une nécessaire évolution comptable. Alexandre Rambaud, je vous laisse la parole. Parfait, merci beaucoup. Merci vraiment pour cette invitation à aborder ces sujets qui deviennent de plus en plus prégnants et qui montent de plus en plus en puissance. Alors, en guise d'introduction, je veux juste revenir sur, en fait, quand on parle justement de durabilité, écologie et comptabilité, en fait, déjà, de quoi parle-t-on quand on parle d'écologie? C'est un bref survol pour commencer à faire le lien avec la question comptable. Alors, c'est juste pour rappeler que, bon, déjà, écologie, ça vient donc de oikos, ce qui désigne la maison, le foyer, le lieu de vie, qui a donné d'ailleurs la notion de documène, c'est-à-dire l'ensemble de ce qui est habitable. Et le lien entre ce qui est habitable et les milieux en fait qui composent ces terres habitables, et le logos, donc la connaissance. Donc c'est vraiment la connaissance de notre lieu de cohabitabilité. Et du coup, on peut définir l'écologie déjà dans un premier sens, qui est la science, connaissance globale des relations des organismes, et je dirais organismes humains et enfin non humains et humains, avec le monde extérieur environnement, dans lequel nous incluons au sens large toutes les conditions d'existence. Et on peut aller plus loin, et j'aime beaucoup cette définition de Latour, alors qui est un tout petit peu complexe sur le coup, mais qui permet justement de pouvoir connecter avec ce que je vais expliquer sur la comptabilité. Écologiser, en fait, fondamentalement, ça ne veut pas dire simplement mettre un petit peu de choses vertes un peu partout. Ça ne veut pas juste dire mettre un peu d'environnement partout. Ça veut dire créer des nouvelles procédures qui, et j'insiste sur ce terme, qui rendent possible de suivre des réseaux, des interrelations, c'est-à-dire vraiment des interactions entre des êtres pris, alors le terme quasi-objet, je passe dessus, c'est pour Latour, c'est des êtres qui sont pris dans leurs interrelations complexes avec leur milieu et dont les relations en fait d'interaction, subordination, d'interaction restent incertaines, c'est-à-dire on ne sait jamais exactement ce qui va se passer dans ces interrelations, dans des écosystèmes, et qui, du coup, requiert une nouvelle forme et de nouvelles formes d'activité politique dans un sens de trouver des choix collectifs, pas dans un sens politicien, adaptés pour les suivre. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, quand par exemple on parle du climat, il ne s'agit pas juste d'insérer en fait un tout petit peu plus de technique. Il s'agit vraiment de recomprendre en fait nos liens dans, alors là, l'écosystème planétaire, et les interactions qu'il y a entre justement ce climat et les différents écosystèmes et les différents êtres humains, et qu'on ne peut pas aborder la question climatique autrement. Donc écologiser, ça veut dire créer ces nouvelles procédures qui permettent de comprendre ça. Par exemple, la création du GIEC fait partie de ce principe d'écologisation qui va bien au-delà d'une simple technicité et d'une simple intégration de l'environnement sous un sens technique. Donc, sur ces questions de procédure, justement, je vais revenir. Et donc, ce qui m'intéresse ici, c'est déjà, encore une fois, en guise d'introduction, de bien indiquer que l'écologie, ce n'est pas, entre guillemets, ce qui a été son réductionnisme dans le cadre de l'environnementalisme, c'est-à-dire, à nouveau, on va un peu verdir un certain nombre de choses sous un aspect souvent assez technique et en le désinsérant de questions politiques. L'écologie, c'est véritablement comment cohabiter un monde commun. Et cette cohabitation ne peut se résumer à un ensemble de lois, de techniques à maîtriser. Donc là, je vous donne une autre citation qui est un grand classique en écologie. C'est que, par exemple, très peu d'écologistes, écologistes dans un sens scientifique,
vont considérer que des modèles prédictifs en écologie donc, sont simples à mettre en œuvre, à réaliser, et qu'il y a une différence fondamentale dans le fait que il est difficile de mettre en place des prédictions quantitatives, et ces prédictions en fait sont sensibles aux données, c'est-à-dire que en augmentant le niveau de recherche, on va réussir quand même à avoir un niveau de prédiction, par exemple sur les écosystèmes. Et un autre point de vue qui est celui en fait de l'écologie, qui est que la nature n'est pas centrée sur des équilibres et radicalement non prévisible. C'est-à-dire qu'on revient sur ces liens d'interrelation, ces interactions qui sont incertaines. Et dans ce cas-là, c'est bien ça toute la substance de l'écologie, c'est qu'il faut de nouvelles procédures. Des nouvelles procédures pour comprendre donc ces interrelations, nouvelles procédures sociales, politiques, etc. Et nouvelles procédures donc économiques. Et c'est bien là, dans ce contexte-là, que devrait s'inscrire l'enjeu comptable. C'est ce que je vais présenter. Et je termine avec une petite remarque quand même, enfin qui est une grosse remarque en fait, qui est que quand on prend le terme économie lui-même, d'où il vient? Il vient encore de oikos, donc toujours le même oikos, et nomos, ici c'est la loi, c'est la règle, c'est la façon d'administrer quelque chose. Littéralement, économie, depuis l'Antiquité, ça veut dire comment régler notre maison commune. Et la question fondamentale qui se pose de plus en plus, c'est comment arriver à régler notre maison commune sans la connaître. C'est-à-dire que quand on parle d'économie et d'écologie, dit l'une devrait s'opposer à l'autre, en fait, ce qui s'oppose, c'est une certaine vision de l'économie qui a complètement oublié qu'elle était en fait prise dans l'écologie intrinsèquement. C'est-à-dire il n'y a pas d'économie sans écologie. Le problème, c'est qu'une grande partie de l'économie s'est complètement désinsérée de toute volonté de comprendre le monde dans lequel nous sommes. Et à partir de là, forcément, ça produit quelque chose qui n'est pas viable, qui n'est pas durable fondamentalement. Donc encore une fois, on ne peut pas arriver à régler quelque chose ensemble, pas cohabiter et régler la façon de cohabiter ensemble, si on ne connaît pas, en fait, le monde dans lequel nous voulons cohabiter. Donc oui, il n'y a pas d'opposition entre économie et écologie. À partir du moment où on comprend véritablement ce qu'est l'économie, il y a une opposition sur ce qu'est devenu l'économie par rapport à l'écologie. Et donc dans ce contexte-là, écologiser la comptabilité, c'est quoi fondamentalement? C'est comprendre que la comptabilité, c'est ce que je vais revenir dessus, c'est la possibilité de mettre en place de nouvelles procédures pour essayer de cohabiter dans ce monde commun. C'est des procédures aussi pour arriver justement à trouver des nouvelles bases pour régler et réguler ce monde commun, c'est-à-dire que ça, je vais y revenir, c'est que la comptabilité, c'est la base de l'économie et de la finance. Et que le problème, c'est qu'on a une certaine tentation de simplement verdir l'économie et la comptabilité sans justement l'écologiser. Et cela conduit à des controverses que je vais expliquer. Alors, une fois cette brève introduction faite, j'aime bien aussi commencer en parlant de deux rapports relativement récents qui ont émergé tous les deux en 2018 sur la question comptable, qui devient au niveau français, européen et international, mais l'Union européenne est très en avance sur les questions et la France encore plus, qui montre en fait qu'il y a une montée en puissance très forte au niveau des entreprises, au niveau des institutionnels et des ONG sur la question de la comptabilité extra-financière. Juste en deux mots, les premières réflexions en fait ne datent pas d'aujourd'hui. Les premières réflexions sur la comptabilité extra-financière datent des années 60, mais il y a eu un long chemin à parcourir pour que véritablement, on se retrouve dans la situation actuelle où ces enjeux-là deviennent des enjeux de plus en plus stratégiques et identifiés comme étant cruciaux. C'est ce que je vais expliquer. Donc, le premier rapport, c'est le rapport dit Nota Senar, qui est sorti en 2018, qui s'appelle exactement l'entreprise objet d'intérêt collectif, qui est un rapport très intéressant parce qu'il fait un état des lieux sur les problématiques de l'entreprise, notamment tout ce qui est le court-termisme actionnarial. Donc, c'est une analyse critique, en fait, de la place de l'entreprise à l'heure actuelle. Et ce rapport a été commandé par 4 ministères, un ministère de la transition écologique et solidaire, un ministère de la justice, ministère de l'économie et ministère du travail. Il était commandé en préambule à la loi Pacte, qui est une loi qui a été votée en 2019, qui est la loi Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, qui est une loi qui, en fait,
à déterminer un certain nombre d'éléments pour resituer l'entreprise dans les enjeux du XXIe siècle. Alors, je ne commenterai pas la loi où il y a beaucoup de choses à dire. Ce qui est plus intéressant, c'est le rapport, en fait, ce rapport Nota-Sénar qui a été écrit. Et il y a une partie sur la comptabilité, justement. Et donc, ce qui est dit est central, c'est que, toute compréhension de l'entreprise passe par sa comptabilité. Là encore, je vais y revenir. C'est que la comptabilité, c'est le langage, c'est la colonne vertébrale de l'entreprise qui n'est pas dans la comptabilité, reste en périphérie de la prise de décision des organisations. Donc ça, c'est une des justifications fondamentales de la question comptable. C'est par la comptabilité qu'on accède véritablement aux procédures de prise de décision. Et je reviens sur cette question de procédure. Deuxième chose, c'est que les enjeux sociaux et environnementaux qui doivent être considérés en sont absents. Donc ça, c'est assez clair à voir. Il n'y a quasiment pas, voire pas, de problématiques de durabilité dans les systèmes comptables actuels des organisations. Dans ce cadre-là, la comptabilité strictement financière ne donne pas ce qu'on appelle une image fidèle de la pratique des entreprises, c'est-à-dire que la comptabilité, à minima, elle est là justement pour permettre de représenter ce qui se passe véritablement dans l'univers des entreprises, ce qui du coup n'est plus le cas. Et la conclusion, et qui est très forte, là c'est vraiment, je vous cite le rapport, c'est que les acteurs de l'entreprise, et là on parle bien des acteurs classiques, les acteurs économiques de l'entreprise, les actionnaires, les salariés, les gestionnaires, etc., ne peuvent pas prendre de décisions avisées dans ce contexte. Et là, c'est pas que des décisions de durabilité, c'est l'ensemble des décisions qui ne peuvent pas être considérées comme étant avisées à partir du moment où les systèmes comptables sont défaillants au regard des enjeux de durabilité. La deuxième chose que ce rapport met en avant, qui est tout aussi essentielle, c'est que la grande technicité des normes comptables ne doit pas occulter la réalité des choix politiques qu'elles peuvent refléter. C'est-à-dire que la comptabilité, c'est pas juste quelque chose qui est neutre, c'est pas une simple technique. Et que sous, justement, cet aspect de simple technicité, il y a en fait des choix fondamentaux de société qui, en fait, orientent justement la comptabilité dans un sens ou d'un autre, qui la structurent d'une façon ou d'une autre, et qui, sans que les acteurs s'en rendent compte, vont faire advenir dans la réalité de l'entreprise une certaine vision des choses. Et donc, les acteurs vont être amenés à comprendre le monde d'une certaine façon par les systèmes comptables de l'entreprise. Et c'est ça qui, entre guillemets, est à la fois critique et qui peut être dangereux si on ne fait pas attention. C'est que sous cet aspect donc de technicité, en disant oui, c'est de la comptabilité, en fait, on comprend le monde d'une certaine façon. Et ces choix, en fait, sont des choix qui ont été pensés initialement. Et là, tout l'enjeu, c'est justement de réorienter les choix pour réorienter la façon dont on va comprendre l'univers de l'entreprise. Alors, un autre rapport qui est aussi de 2018, qui est le rapport introductif au plan d'action européen pour la finance durable, qui a commencé en 2018 et qui va se dérouler encore quelques années, qui est un plan pour mettre en place une série de règlements au niveau européen pour permettre d'établir une finance, entre guillemets, réellement durable. Alors, je ne commenterai pas là aussi, mais il y a un effort qui est très intéressant, justement, de réglementation. On n'est plus simplement dans du volontaire, on commence à rentrer dans les enjeux de réglementation au niveau européen. Donc, ce rapport explique qu'une meilleure considération, de prise en considération des enjeux de durabilité dans les normes comptables est critique. Donc, là aussi, le terme est très clair. Et que intégrer donc de telles informations est essentiel pour les aider. Donc, help them, le them ici renvoie à investors, lenders and managers de la phrase précédente, c'est-à-dire donc les investisseurs, les prêteurs, les banques et les gestionnaires. Donc, pour les aider à prendre des décisions d'investissement appropriées. Donc, le terme approprié ici est à rapprocher du terme avisé du rapport Nota-Sénar. Donc, on reste encore une fois sur ces enjeux. À l'heure actuelle, on ne peut pas dire qu'il y a des décisions d'investissement appropriées qui soient prises s'il n'y a pas, en fait, de la comptabilité qui évolue. L'autre point qui est mentionné, qui est un point aussi tout à fait intéressant, c'est que l'ambition ultime, c'est d'avoir une convergence entre les données financières et extra-financières. Donc ça, j'y reviendrai largement, c'est tout l'enjeu de la comptabilité dite intégrée. Alors, à partir de là, une fois qu'on a dit ça, pourquoi fondamentalement la comptabilité? Qu'est-ce qui se cache derrière la comptabilité? Qu'est-ce que c'est? Alors, je vous donne une définition de la comptabilité. C'est un ensemble de systèmes d'information subjectifs politiquement négociés ayant pour objet la mesure de la valeur des moyens et des résultats d'une entité. Donc, la première chose, c'est que la comptabilité, c'est un ensemble de systèmes d'information. Donc, on va structurer l'information et le but, c'est de la présenter d'une façon ou d'une autre. Et donc, directement, on comprend qu'il y a donc une part de subjectivité, une part de négociation derrière.
Et quand je parle de politiquement, encore une fois, c'est en termes de jeu d'acteurs, de choix de société. Alors, ça peut être à un niveau public, hein, quand on a des normes comptables, ou ça peut être à un niveau de l'entreprise, où il y a des choix qui se font régulièrement dans les systèmes comptables des entreprises sur des points qui doivent être négociés. Alors, une entité ici, c'est en fait l'entité sur laquelle on pose la comptabilité. Ça peut être une organisation. Alors, je vous donne quelques exemples. Donc, ça peut être la comptabilité des organisations. On a des comptabilités donc internes qui sont réservées donc au système de suivi de la gestion elle-même. On a des comptabilités dites externes hein, qui permettent la communication entre l'entreprise et l'extérieur. Et ça, c'est des comptabilités qui sont normalisées par des normes nationales et des normes dites internationales. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la comptabilité générale avec le bilan, le compte de résultat et l'annexe explicative. Mais on a aussi des comptabilités au niveau des États. Et ça, c'est ce qu'on appelle la comptabilité nationale. Donc l'entité, là, c'est l'État. On a des comptabilités au niveau des écosystèmes. Donc là, l'entité, c'est l'écosystème. Donc on parle de comptabilité écosystème ou écosystème centré. D'ailleurs, dans le cadre de la chaire comptabilité écologique que je co-dirige, on travaille donc à toutes les échelles de comptabilité en essayant de les articuler les unes avec les autres. Donc, voilà. Ensuite, la spécificité de la comptabilité, c'est de pouvoir discuter des moyens et des résultats d'une entité sans préjuger de ces moyens et des résultats. Il ne s'agit absolument pas de rentrer forcément dans des moyens de productivité, dans des moyens liés à la productivité, à la rentabilité, c'est des moyens et des résultats de façon générale. La comptabilité écosystémique, par exemple, ne va pas du tout travailler sur les mêmes moyens et résultats que la comptabilité nationale, que la comptabilité des organisations. Et tout ça, on va essayer de le mesurer, de le mettre en valeur. Alors, valeur, ça ne veut pas dire valeur financière. Il y a énormément de comptabilités qui ne sont pas financières. Et mettre des valeurs monétaires, ça ne veut pas dire non plus financiariser. J'y reviendrai. Et ici, la question de la mesure, c'est une question qui est à la fois quantitative et qualitative. Ça, c'est aussi un autre élément fondamental de la comptabilité, c'est que tout se base sur des conventions. La mesure, c'est quelque chose qui renvoie à prendre la mesure de quelque chose. Il y a une règle en comptabilité, d'ailleurs, par rapport à ça, qu'on appelle en anglais rule of thumb, c'est-à-dire, en français, ça peut se traduire par la règle du doigt mouillé, qui est de dire, à un moment donné, tout nombre doit être appréhendé d'une façon pragmatique. Il n'y a pas de nombre objectif, tout se base sur des conventions qui sont justement négociées. Donc, prendre la mesure de quelque chose, c'est essayer d'avoir des estimations qui soient acceptables, qui permettent d'avoir des conventions et on avance ensemble. Mais il n'y a pas de nombre objectif en comptabilité, ça n'existe pas en fait. Et du coup, pour aller un tout petit peu plus loin, en fait, derrière la comptabilité, il y a 4 fonctions fondamentales, historiques, et j'aurais tendance à dire anthropologiques, qui existent depuis, en fait, que l'on fait comptabilité, c'est-à-dire depuis la Mésopotamie antique, en fait, depuis les premières civilisations humaines. Il se trouve que la comptabilité émerge avec la civilisation humaine, les civilisations humaines. Dès qu'en fait, on commence à avoir les premières cités, la première agriculture, les premières formes d'élevage, la sédentarisation, on a les premières formes comptables. Et c'est pas un hasard, hein, je vous en parle juste après. En fait, donc depuis ces premières formes comptables, on va avoir certaines fonctions qui émergent et d'autres qui vont apparaître plus tard et qui vont se développer. La première de toutes les fonctions, ce n'est pas de compter. La comptabilité ne sert pas historiquement à compter. Et ça, je veux vraiment insister là-dessus parce que en fait, c'est quelque chose de très récent en fait de se concentrer sur le nombre. La comptabilité, sa première fonction, c'est de prendre en compte, c'est-à-dire de représenter, de modéliser, de classifier. Pourquoi on en est aussi sûr? C'est parce que les premiers systèmes comptables qui sont apparus en Mésopotamie sont apparus à un moment où il n'y avait pas de système de numérotation. En fait, en Mésopotamie antique, il n'y avait pas d'écriture, il n'y avait pas de nombre. Et il y avait quand même des systèmes comptables. On ne savait pas écrire, on ne savait pas compter, mais il y avait une comptabilité. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous devez gérer en fait des systèmes agricoles qui sont émergents, de l'élevage, une cité, et que vous avez besoin en fait d'avoir des interactions de plus en plus complexes avec d'autres acteurs, et c'est ce que je vais expliquer juste après, vous avez besoin en fait de modéliser ça, d'avoir des systèmes de modélisation qui soient transmissibles. C'est ça en fait l'origine de la comptabilité, et c'est ça en fait qui fait qu'à l'heure actuelle, on est dans un enjeu qui est très fort au regard de l'écologie, parce que justement, si on veut créer des systèmes adéquats pour suivre les nouvelles interrelations qu'on a avec des humains, entre humains et non humains, il y a en fait des enjeux de renouveler nos systèmes de représentation et de modélisation, de classification. C'est ça en fait la première fonction de la comptabilité. Donc, c'est mettre en place des procédures
pour correctement, entre guillemets, être à même de représenter le monde dans lequel nous voulons cohabiter. La deuxième fonction fondamentale, c'est toujours pas de compter, c'est d'être comptable de, c'est-à-dire être responsable, redevable de ses actes, envers qui, envers quoi. Là, l'étude, en fait, en linguistique des langues indo-européennes montre que le mot comptabilité a toujours été relié au mot de responsabilité. Être comptable, c'est être responsable. C'est inscrire des traces qui permettent de voir qui a fait quoi. Et ça, c'est un enjeu absolument fondamental. On doit savoir qui a fait quoi, et savoir quelles sont donc les redevabilités par rapport à tel ou tel acte. Et notamment les redevabilités vis-à-vis, par exemple, de l'environnement. Et ça aussi, je vais en reparler. Donc, troisième fonction, c'est compter. Compter, c'est pas juste poser un chiffre potentiellement objectif. Et encore une fois, comme je disais, en comptabilité, il n'y a pas d'objectivité. C'est pas juste poser un chiffre comme ça. Poser un chiffre, c'est rendre commensurable des choses, c'est-à-dire co-compréhensible. On ne pose de chiffres qu'à partir du moment où il y a une nécessité, et j'insiste sur le terme nécessité, de pouvoir discuter de choses hétérogènes, hétéroclites ensemble pour pouvoir prendre des décisions. Donc, on doit rendre commensurables des choses qui, a priori, ne le sont pas. Et forcément, tout ça va se baser sur des conventions. Donc, le nombre, le comptage, sert à rendre commensurable. On va pouvoir parler ensemble d'un certain nombre de choses. Et donc, la question est toujours comment le chiffre est-il construit et que signifie-t-il? Ça, c'est une question aussi historique qui a occupé en fait tous les ouvrages, par exemple médiévaux et depuis la Renaissance, sur la comptabilité. Et puis, quatrième fonction, rendre compte. On produit en fait de l'information comptable pour un certain nombre d'acteurs en orientant l'information d'une certaine façon. Donc, il y a des acteurs principaux. Ces acteurs principaux structurent la gouvernance des entreprises. La colonne vertébrale, la comptabilité va être la colonne vertébrale de la gouvernance de l'entreprise. Selon à qui en fait la comptabilité s'adresse, en fait, va désigner qui a véritablement le pouvoir dans l'entreprise. Donc actuellement, par exemple, il y a des comptabilités qui sont de plus en plus actionnariales. Ce qui n'a pas été le cas, largement pas, pendant toute l'histoire de l'économie, où par exemple, entre le 18e et le 19e, la comptabilité était faite pour les gestionnaires. C'est eux qui étaient les acteurs principaux et non pas les actionnaires. Ça fait qu'une vingtaine d'années qu'on est dans ce cycle-là. Donc la comptabilité est un langage non neutre, c'est vraiment le langage des entreprises. C'est un système de cadrage qui permet en fait de poser les bases sur la façon de comprendre l'information et de la structurer. Et donc après de pouvoir poser aussi les enjeux, c'est-à-dire de pouvoir interroger d'une certaine façon et de pouvoir ensuite prendre des décisions d'une certaine façon. Si on ne cadre pas l'information, on ne pourra pas en fait prendre des décisions. Et donc le but de la comptabilité, c'est d'avoir des gains en termes de valeur informationnelle. C'est pas en fait d'avoir par exemple des analyses coûts-bénéfices bêtes et méchantes. C'est vraiment d'avoir des gains informationnels. Et juste pour terminer là-dessus, justement, je parlais de l'origine de la comptabilité. Pourquoi fait-on comptabilité? Eh bien, je vous résume un passage d'un article qui est très intéressant sur la question de l'anthropologie et de la comptabilité. En fait, c'est ce que j'ai commencé à expliquer, c'est qu'en fait, apparaît avec donc la sédentarisation, la création de l'élevage, de l'agriculture, des cités, la nécessité en fait d'avoir une gestion qui dépasse les simples capacités biologiques et mnésiques des acteurs. Et dans ce cas-là, il faut mettre en place donc des procédures nouvelles et de nouvelles institutions. Et c'est pas du tout un hasard que naissent en même temps et de façon totalement corrélée, en fait, à la fois le langage, pas l'écriture, le langage, la loi, pour structurer les cités, et la comptabilité, pour structurer les organisations et les différents modes de coopération. La comptabilité, elle est là pour structurer des coopérations et des coordinations entre acteurs. Et donc là, on est dans un nouvelle ère, justement, par rapport à ça. C'est pas du tout un hasard qu'à l'heure actuelle, le droit est en train d'être renouvelé, avec un droit sociétal, un droit de l'environnement, que le langage est en train d'être renouvelé avec des termes comme anthropocène qui apparaissent, et de façon totalement concomitante, la comptabilité est en train d'évoluer de façon parallèle et connectée. Le droit à la comptabilité environnementaux, par exemple, ici, actuellement, évolue de façon conjointe très très forte. Donc, on est sur un enjeu anthropologique. Et je termine sur les raisons en fait de mobiliser la comptabilité par un retour sur comment fonctionne fondamentalement le système aussi économique à l'heure actuelle pour comprendre aussi les enjeux plus, on va dire, de terre à terre aussi sur la comptabilité. Le système économique dans lequel vit l'entreprise peut être modélisé de la façon suivante.
vous avez au niveau de l'entreprise un certain nombre de systèmes comptables qui permettent de comprendre tout ce qui se passe dans l'entreprise. C'est vraiment la clé de voûte, hein, j'insiste là-dessus, sur la compréhension de l'entreprise. Donc, on a la comptabilité analytique ou comptabilité de gestion qui permet de structurer toute l'information interne de l'entreprise. On a la comptabilité financière avec le bilan et le compte de résultat qui permettent de faire une interface entre la situation de l'entreprise et les acteurs à l'extérieur. Et le point important ici, c'est que c'est à partir de ça, à partir de la comptabilité, que l'on va pouvoir faire ce qu'on appelle une analyse financière qui permet de comprendre les performances de l'entreprise. Et là, j'insiste sur le mot performance au pluriel, parce qu'il n'y a pas que la rentabilité. Tout analyste financier sait que la rentabilité n'est pas la première performance, c'est la solvabilité la première, c'est-à-dire la capacité à faire face à ses dettes. Et il y a plein d'autres performances, en fait. Mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'il ne peut pas y avoir une analyse performance sans comptabilité. L'analyse financière, c'est uniquement une analyse de texte, entre guillemets, l'analyse des documents comptables. On ne peut pas parler de performance sans comptabilité. Et ça, tout acteur économique le sait très bien. Et c'est à partir de l'analyse financière qu'on peut avoir des notations financières qui sont des sortes de synthèse des analyses financières et qui vont structurer des décisions d'investissement et donc ça structure la finance de marché. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que le développement de la comptabilité extra-financière se fait de façon totalement périphérique. On ne change rien au système et on va mettre à côté du système économique un certain nombre de ce qu'on appelait de reporting extra-financier, c'est-à-dire des listes d'indicateurs divers et variés. On va faire de l'analyse extra-financière, qui est une analyse totalement découplée de l'analyse financière. On va faire un certain nombre de choses qui sont plus ou moins intéressantes, mais qui sont laissées totalement à la volonté des acteurs. Et on ne sait pas exactement comment les acteurs s'en saisissent d'ailleurs. Il y a des études, mais bon, c'est pas très clair. Rien n'est normalisé. Et en tout cas, le système lui-même ne change pas. Et donc, l'ambition, en fait, ultime, c'est ça que l'Union européenne met en avant dans son plan d'action pour les finances durables, c'est d'arriver à tout reprendre depuis le début. Si on comprend comment fonctionne le système économique actuel, c'est de reprendre depuis le début, c'est-à-dire de dire, si vous voulez vraiment tout restructurer, et notamment l'analyse des performances et la finance, et l'entreprise au passage, vous devez intégrer les enjeux socio-environnementaux dès, en fait, le début, dès les documents comptables. Et à partir de là, on pourra fournir une analyse qu'on appelle intégrée, qui sera une analyse donc des performances sur la base de l'analyse des documents comptables intégrés. Et là, on peut récupérer après, donc, encore une fois, une question de performance intégrée et une finance de marché intégrée. Donc, c'est ça l'enjeu aussi, donc, pour répondre dans le pourquoi aussi la comptabilité. Maintenant, comme je le disais, intégrer des données socio-environnementales, eh bien, ça peut conduire à un simple verdissement sans écologisation. C'est-à-dire tout ce que j'ai expliqué, en fait, avant, c'est un peu la condition nécessaire pour arriver à une écologisation, mais c'est pas suffisant. On doit, en fait, s'interroger sur la façon de faire. Et ça, c'est quelque chose qui pose un énorme problème à l'heure actuelle parce que pour beaucoup d'acteurs, le simple fait de verdir un peu la comptabilité est suffisant. C'est totalement faux. C'est ce que je vais expliquer dans, en fait, la dernière partie de cette présentation. C'est que c'est tout sauf suffisant. Il faut écologiser les comptes, et écologiser les comptes, il faut savoir ce que ça veut dire. Et il y a des options, il y a en fait des choix de société derrière dans la structuration de la comptabilité. Alors, je vais présenter quelques enjeux. Je ne vais pas du tout être exhaustif, c'est juste pour décrire un peu aussi les points de débat et les points chauds actuels. Premier enjeu, c'est la comptabilité extérieur-intérieur versus intérieur-extérieur. Je m'explique. Selon une certaine vision des choses, on va dire les systèmes comptables extra-financiers ou intégrés ne doivent prendre en compte que les impacts positifs et négatifs de l'environnement, environnement naturel, social, sur l'organisation. Alors, les impacts positifs, on appelle ça des opportunités, les impacts négatifs, des risques. Dès que l'on parle dans le monde de l'entreprise de risque, ce n'est que, et là j'insiste, ce n'est que, c'est pas à 99%, c'est à 100%, un risque du point de vue, quand on parle de risque dans l'organisation, c'est les risques sur le modèle d'affaires de l'entreprise, sur l'organisation, sur la possibilité de création de valeur pour l'actionnaire. Donc ça, c'est les impacts négatifs de l'environnement sur l'organisation. Ça, c'est ce qu'on appelle, en fait, la matérialité simple. La notion de matérialité, c'est, en comptabilité, quelle est l'information pertinente à mettre en avant. La matérialité simple, c'est dire, la seule information à mettre en avant, c'est comment est-ce que l'organisation est impactée positivement et négativement. C'est la vision ultra majoritaire. Et quand, justement, au niveau international, on parle de comptabilité, de reporting extra-financier,
c'est régulièrement, simplement sous cet angle-là. J'insiste sur un point, ça veut dire que, par exemple, la question du changement climatique, dans cette vision-là, n'est pas abordée sous l'angle de qu'est-ce que l'activité humaine fait au climat ou fait après aux écosystèmes. La problématique est abordée sous l'angle de qu'est-ce que le changement climatique fait sur l'organisation. Et on peut prouver que c'est pas du tout, mais alors pas du tout la même chose. Et ça, par exemple, c'est pas de l'écologisation. Et donc, c'est pour ça que s'oppose une autre vision, c'est de rajouter à cette vision-là une comptabilité dite intérieure-extérieure, où là, on prendra en compte justement les impacts de l'organisation sur l'environnement au sens large. Alors, je vais passer rapidement, pour pas trop de perdre de temps, sur la position de l'autorité des marchés financiers sur cette question, qui est très intéressante. C'est juste pour mentionner, je laisserai les diapositives, évidemment, vous aurez les diapositives à disposition, sur l'évolution du langage. En fait, l'autorité des marchés financiers a quand même, dans une position publique l'année dernière, utilisé la notion de préservation des écosociosystèmes. L'AMF a utilisé en 2020 la notion d'écosystème. C'est juste pour dire qu'on a une évolution de langage assez forte, et c'est pas du tout un hasard, comme j'ai pu l'expliquer avant. Donc je passe rapidement là-dessus. Deuxième problématique, tout aussi forte, c'est la question des stocks versus les flux, ou la question des états versus flux. Ce qui se passe, c'est que la question, la comptabilité, là encore historiquement, a toujours été structurée entre la gestion de ce qu'on peut appeler un état à un moment donné. D'ailleurs, ça va donner lieu à ce qu'on appelle le bilan, c'est-à-dire la situation à un moment donné, alors financière de l'entreprise, mais aussi on a des bilans de stock, de stock de matière. Et puis, la différence avec les flux, c'est-à-dire que là, on regarde sur une période ce qui s'est passé, quels ont été les flux sur une période. Ça va donner lieu d'ailleurs à la notion de compte de résultat, qui est l'analyse de la création et de la consommation de valeur sur une période. Et là aussi, on a aussi des systèmes de comptabilité matière qui enregistrent en fait les consommations de stock de matières premières ou de marchandises dans une entreprise pendant une période. Ce que je veux dire par là, c'est que la comptabilité, historiquement, a toujours été très attentive à bien distinguer ce qui relève de la gestion d'état, de stock, et la gestion de flux. Et à articuler les deux, c'est-à-dire, depuis très longtemps aussi, on a compris qu'on ne pouvait pas gérer une organisation s'il n'y avait pas une articulation entre une vision stock et une vision flux. Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand on passe sur la comptabilité extra-financière, on oublie totalement ça. Et du coup, on va se retrouver avec un certain nombre de comptabilités extra-financières qui vont faire de la gestion simplement en flux. L'exemple typique, c'est la question climatique. Les seuls éléments en fait qui sont souvent mis en avant par les entreprises ou qui sont demandés aux entreprises dans le cas du changement climatique, ce sont les émissions de gaz à effet de serre. Une émission de gaz à effet de serre, c'est un flux. Il n'y a pas derrière de gestion de stock, c'est-à-dire du stock de l'état, du bon état de stabilité climatique. Une simplement une gestion flux, il est impossible de savoir si l'entreprise est raccord sur une convergence sur une bonne stabilité climatique. Pour le dire très clairement, si une entreprise communique uniquement sur ses émissions de gaz à effet de serre, même si elle les réduit, il n'y a absolument aucune possibilité comme cela de savoir si une entreprise est alignée sur une trajectoire 2 degrés et donc sur les accords de Paris, ce qui correspond du point de vue collectivement accepté, en tout cas à l'heure actuelle, conventionnel, de stabilité climatique. Donc là, quand on passe dans l'extra-financier, on se retrouve avec une gestion flux et plus du tout une gestion stock. Ce qui est un point vraiment extrêmement intéressant, important, parce que la notion d'état et de bon état des écosystèmes disparaît totalement. On est sur une vision centrée sur l'entreprise et de flux, de flux de l'entreprise vers les écosystèmes. Alors ça, c'est un problème qui d'ailleurs est un problème qui a été remonté par l'écologie, non pas sur les indicateurs extra-financiers, mais le problème de mettre en avant que si on ne gère que des flux, en fait, on ne peut pas gérer correctement un écosystème. C'est ce qu'on appelle le baseline shifting. Alors, je ne vais pas détailler tout. Ça a été notamment très documenté dans un papier qui est maintenant célèbre de Daniel Pauly en 95, qui est un spécialiste des ressources halieutiques, qui en fait explique que si en fait on ne fait que de la gestion des flux, notamment par exemple des flux de consommation de poissons sur les ressources halieutiques, et qu'on n'a pas de système de suivi de l'état et du bon état écologique des écosystèmes, il y a un phénomène de glissement, d'oubli en fait
c'est en lien avec ce qu'on appelle de plus en plus l'amnésie écologique aussi, d'oubli de ce que sont les écosystèmes et leurs bons états. On s'habitue aussi à quelque chose. Et ça, c'est une pente très dangereuse. C'est-à-dire que si on n'a pas de système justement comptable pour savoir où on en est du bon état écologique des écosystèmes, on l'oublie et on s'habitue à quelque chose qui est dégradé de plus en plus. D'où la nécessité d'avoir des systèmes comptables qui intègrent les états écologiques, les bons états écologiques. Et donc, dans le cadre climatique, ça existe. C'est typiquement ce qui est fait dans peut-être une initiative que vous connaissez qui s'appelle les Science-Based Targets, qui permettent de structurer au niveau des entreprises ce qu'on appelle des budgets carbone, qui sont en fait une traduction de la stabilité climatique. Donc, en récupérant les budgets carbone, en fait, on peut avoir donc une articulation entre le budget carbone qui modélise, qui traduit la stabilité climatique, le bon état climatique, et de l'autre côté, en fait, les émissions de gaz à effet de serre qui sont donc la gestion en flux. Et c'est l'articulation des deux qui permet véritablement d'avoir une comptabilité au niveau carbone climatique à même de respecter les accords de Paris notamment. Alors, autre point de controverse, c'est évidemment l'articulation entre financier et extra-financier. Alors là-dessus, je ne vais pas pouvoir rentrer vraiment dans les détails, je vais donner juste quelques grandes idées. Là aussi, en comptabilité, historiquement, vous avez vraiment une énorme controverse, je parle en comptabilité financière, entre les approches par la valeur et les approches par le coût. Ça veut dire quoi? Vous avez en fait une tradition comptable relativement récente, fin 19e, on va dire, qui considère que ce qui est important, c'est uniquement le marché et que tout ce qui est valorisable, tout ce qui doit être reflété dans la comptabilité doit être fait en fonction du marché et c'est le marché qui a raison. Donc ça, c'est les approches orientées marché. C'est les approches valeur. Et vous avez une autre approche qui est de dire non, le marché est une institution parmi une autre, puis en plus, le marché, ça ne veut pas dire grand-chose, il y a des marchés, il y a des transactions. Ce qui est important, c'est les coûts, c'est-à-dire que tout ce qu'une entreprise fait est coûteux d'une façon ou d'une autre. Après, voilà, c'est-à-dire que ce qui doit être reflété, c'est pas la valeur des biens, c'est le coût des biens, c'est-à-dire ce que ça a coûté. C'est pas la valeur avec laquelle on peut le revendre, par exemple, c'est véritablement en fait être en mesure d'avoir une gestion sur, voilà, pour faire quelque chose, c'est coûteux. Alors comment est-ce qu'on gère ce coût? Et quand on l'étend en fait à l'extra-financier, on va avoir donc l'extension de l'approche valeur, qui va notamment en fait se demander qu'est-ce que le marché devrait refléter comme valeur, comme prix, comme pricing sur les ressources naturelles. Et donc, faire de ces ressources naturelles, en fait, des sortes de biens qu'on pourrait potentiellement, dans l'idée, échanger d'une façon ou d'une autre, en tout cas, donc le marché pourrait refléter, sans entrer dans les détails. Et une autre approche, qui est une approche basée sur les coûts, où là, la question, c'est de faire en sorte que la comptabilité donc intègre non pas la valeur des ressources, mais le coût nécessaire pour préserver ces ressources et les protéger. Donc, c'est deux visions totalement différentes. Dans la vision à valeur, vous avez notamment dedans, je ne rentrerai pas dans les détails, tout ce qu'on appelle l'internalisation des externalités. Donc, vous avez peut-être entendu parler, qui sont malheureusement de plus en plus mobilisées et comme étant synonyme de la notion d'impact, d'externalité, ce qui est faux. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails, là c'est juste pour donner une idée. Et c'est juste pour indiquer que voilà, l'internalisation des externalités rentre dans l'approche valeur. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment la vision. Est-ce qu'on crée des nouveaux marchés réels ou virtuels, comme le marché carbone, qui est un marché réel, ou est-ce qu'on intègre en fait une approche d'évaluation par les coûts d'action nécessaires donc à la préservation et à la protection. Le problème fondamental que ça pose, l'approche par la valeur, c'est au-delà de problèmes philosophiques, on va dire, c'est que du coup, ça fait reposer la gestion de l'environnement sur ce qu'on appelle des analyses coût-bénéfice. Alors, coût, là, dans le sens, c'est perte de valeur. Donc, c'est perte de valeur versus gain de valeur. En fait, pour bien comprendre le problème ici, c'est que quand on est dans une approche valeur, on considère qu'il y a le marché qui a raison et que toute la gestion environnementale découle de ce que le marché dit. Donc, la gestion environnementale doit reposer sur les gains et les pertes de valeur potentielles que le marché reflète selon donc ce que l'on fait avec l'environnement. Pour le dire plus clairement, vous exploitez beaucoup l'environnement à un moment donné, donc
ce qui se passe, c'est que vous avez un gain direct très important, mais du coup, votre ressource, sa valeur de marché est très faible. Et donc, du coup, vous allez perdre sur les années futures. Inversement, si vous exploitez peu la ressource maintenant, vous avez peu de gains, mais vous gardez une ressource avec une grande valeur de marché. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas gagné beaucoup. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une analyse, donc coût-bénéfice à l'infini, en fait, sur toutes les périodes, pour trouver ce qu'on appelle des trajectoires, donc, de, entre guillemets, durabilité, entre guillemets. Et donc, c'est le marché qui dicte quelles sont les trajectoires à suivre. Et le problème, c'est qu'on démontre que dans énormément de cas, ces trajectoires de durabilité ne sont absolument pas compatibles avec des exigences écologiques. Pour le dire de façon encore plus claire, dans énormément de cas, les trajectoires dites de durabilité qui sont basées sur les analyses coût-bénéfice conduisent vers un non-respect de la résilience des écosystèmes, voire des exterminations d'espèces. On a eu des articles qui ont paru là-dessus, notamment un article très célèbre en 73, donc c'est pas de maintenant, hein, dans Science, qui expliquait que sur cette base-là, sur cette vision-là, il était rationnel économiquement d'exterminer les baleines, par exemple. Et l'approche par les coûts inverse totalement la logique. Là, c'est pas le marché qui dicte la gestion, c'est de dire comment doit-on gérer l'environnement et à partir de là, on en tire des coûts d'action, des coûts de préservation de protection, et c'est la comptabilité d'intégrer ces coûts. Donc, on inverse les choses. Dans la vision de valeur, c'est le marché qui dicte la gestion de l'environnement. Dans l'approche par les coûts, c'est la gestion de l'environnement sur des bases scientifiques et collectives qui va en fait guider l'économie et l'économie récupère les coûts pour arriver donc à être alignée sur cette gestion. Donc ça conduit à une autre controverse, c'est la dernière que je mettrai en évidence, controverse fondamentale sur la question du mot capital, qui émerge de plus en plus dans les débats sur capital naturel, capital humain. En fait, il se trouve que tout le développement durable a été restructuré ces dernières années en termes de capital à maintenir. Il faut maintenir le capital naturel, maintenir le capital humain, il faut même investir dans le capital naturel, etc. Le problème, c'est que la plupart du temps, le mot capital n'est jamais défini. Et du coup, derrière, qu'est-ce que ça veut dire, le capital naturel ? En fait, vous avez deux interprétations, là encore, radicalement différentes. Vous avez l'interprétation ultra-majoritaire. Quand je dis ultra-majoritaire, c'est 99,99999% des cas. Le capital, en fait, est une extension du capital manufacturé, du capital comme des machines. En fait, c'est un ensemble de machines à la base. C'est ce qu'on appelle le capital en comptabilité comme actif. Le capital est un ensemble d'actifs. Et ce que l'on va faire dans cette vision économique, qui en fait est récente, hein, cette vision du capital comme cela, je vais expliquer pourquoi, c'est de dire, on va passer au capital naturel en étendant cette vision du capital comme actif, c'est-à-dire un actif, c'est un élément productif. Donc on va dire le capital naturel, c'est l'ensemble des choses naturelles, des services naturels qui sont productifs. Donc le capital, c'est littéralement un ensemble de services productifs. Et donc, le capital, dans cette vision-là, en fait, va dire la nature, elle est abordée uniquement par sa capacité à être productive pour les êtres humains et notamment les organisations. Donc ça, c'est la vision extrêmement majoritaire du capital naturel. Donc quand on dit, tiens, je vais prendre en compte le capital naturel, je vais maintenir le capital naturel, ça veut dire que je vais maintenir en fait quoi ? Je vais maintenir, dans cette vision-là, la durabilité, c'est le maintien de la productivité, de l'utilité des services rendus par la nature. Et donc ça donne lieu à un certain type de durabilité, qui est la durabilité, en fait, là aussi classique, qui est de dire, la durabilité, c'est être capable de maintenir la productivité des écosystèmes, si on résume. L'autre vision, qui est rendue possible par la comptabilité, c'est de comprendre que le capital, historiquement, c'est pas des actifs. C'est ce qu'on appelle du passif. Le capital, historiquement, c'est une dette. D'ailleurs, depuis l'Antiquité, ça signifie la part capitale d'une dette monétaire, historiquement. Mais dans cette vision-là, le capital, c'est une dette. Ce n'est pas un actif. Et ça, c'est la vision totalement classique de la comptabilité depuis au moins, en fait, le Moyen-Âge. C'est très récent, en fait, que le capital ait été rabattu sur les actifs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on étend ça bien à la nature, ça veut dire que les capitaux naturels, ce ne sont plus en fait des sources de productivité, mais c'est la reconnaissance que la nature est capitale
et qu'il y a une dette vis-à-vis de l'environnement. Et vous voyez que ça change totalement en fait la perspective sur les choses. Et donc dans ce cas-là, la durabilité n'est plus une question de comment maintenir la productivité des écosystèmes, mais la durabilité devient comment préserver chaque entité qui est une source de redevabilité de dette. D'où l'enjeu de la redevabilité derrière la comptabilité. Et donc, la distinction entre capital comme actif ou capital comme passif, qui est au cœur, en fait, des enjeux comptables extra-financiers, est un enjeu fondamental. On ne peut pas parler, en fait, de durabilité sans avoir en tête, est-ce que je suis sur une durabilité en capital comme actif ou en capital comme passif? Et justement, et je terminerai sur ces éléments-là, en fait, il y a à l'heure actuelle un seul type de modèle et de réflexion qui intègre le capital comme passif. La totalité des autres modèles comptables extra-financiers intègrent le capital comme actif. C'est l'origine, en fait, du modèle CARE, et je vais terminer là-dessus. Le modèle CARE, donc, signifie Comprehensive Accounting in Respect of Ecology, donc comptabilité dire intégrative dans le respect de l'écologie telle que je l'ai définie initialement. Le modèle CARE, en fait, est une réponse, en fait, à ces questions sur le capital et les controverses que j'ai mentionnées pour, justement, intégrer les enjeux écologiques comme des dettes et donc véritablement comprendre qu'il faut que l'économie reconnaisse qu'il y a une redevabilité vis-à-vis, en fait, eh bien, des entités, donc, des êtres humains et des entités sociales, mais en fait, de notre monde en tant que lieu habitable. Et que l'idée fondamentale, c'est de dire que de la même façon qu'on emprunte de l'argent à des banques qu'il faut être capable de rembourser, il faudrait en fait structurer des comptabilités où on emprunte en fait un écosystème, on emprunte un être humain qu'il faut être en mesure de rembourser en l'état, dans son bon état écologique. Et que du coup, la comptabilité doit prendre en compte cette dette et donc les coûts afférents pour être en mesure de rembourser en fait, ces écosystèmes et ces êtres humains en l'état. Alors, derrière CARE, il y a tout un… Donc, CARE a émergé en 2012 avec une structuration en 2015. Vous avez un certain nombre de projets de recherche, d'expérimentation en cours que je ne détaillerai pas, je les détaille un peu plus dans les diapositives que vous aurez. Avec de plus en plus d'entreprises qui sont embarquées dedans. La chaire comptabilité écologique est fédère les expérimentations de recherche et au niveau professionnel et institutionnel et au niveau des ONG, on a notamment le WWF, Carbone 4 qui tourne, la COP des communs qui sont très proches de CARE. Vous avez une initiative qui s'appelle le CERCES, une association, le Cercle des comptables environnementaux et sociaux, qui a été créée à l'automne, dont le lancement officiel est le 22 avril. Je vous ai donné un lien pour vous inscrire si ça vous intéresse donc pour le lancement, qui va fédérer en fait les initiatives autour de CARE au niveau institutionnel, professionnel et qui contient en fait le centre de développement méthodologique de CARE pour avancer sur le croisement entre théorie et pratique et donc centre que je vais co-diriger. Voilà pour les détails de CARE et là c'est vraiment ma toute dernière diapositive donc voilà. Si ça vous intéresse, il y a des formations introductives à CARE qui sont données par la chaire comptabilité écologique régulièrement, qui sont gratuites et ouvertes à toute personne intéressée. N'hésitez pas à contacter Aurélien Osterling, qui est le coordinateur de la chaire, pour avoir des informations. Et je m'arrête ici. Merci pour votre attention. Merci pour cette présentation très enrichissante. On vous a sélectionné quelques petites questions. Par exemple, il y a une question qui était « Comment rendre compréhensible la comptabilité des émissions carbone ?» Alors, est-ce que vous pouvez préciser un tout petit peu la question, rendre compréhensible, c'est-à-dire… Parce qu'en fait, il y a plusieurs façons en plus de… Parce qu'à l'heure actuelle, par exemple, sur la comptabilité purement carbone, vous avez le bilan carbone, qui utilise un système dit de scope 1, scope 2, scope 3, mais qui commence à être remis en question, notamment par la NZI, la Net Zero Initiative, qui va avoir un autre système en fait de comptabilité, d'ailleurs de comptabilisation, qui est d'ailleurs très très proche de CARE. On travaille avec Carbone 4 pour avoir un alignement entre la NZI et CARE. On n'est pas du tout dans la même représentation, justement. Alors là, c'est un problème de représentation qui change. Et il y a d'autres systèmes en fait comptables carbone. Donc, en fait, est-ce que vous pouvez éventuellement préciser un tout petit peu votre question?
Alors, c'est la question d'une personne du public, donc si elle entend, est-ce qu'elle pourrait préciser la question? Et peut-être en attendant, passer à une autre question et peut-être revenir dessus si on a le temps, parce que faudrait qu'elle précise en fait dans le chat ou quelque chose comme ça. Parce que si je lis, ouais, on les prend pas en compte. Ouais, en fait, c'est parce que là, ce que je disais, c'est qu'effectivement, il y a un problème d'articulation entre les émissions et les budgets, puisque la plupart du temps, les budgets sont pas pris en compte. Dans le bilan carbone, par exemple, il n'y a pas de budget, ce qui n'est pas le cas de la NZD, où là, il y a un budget et on fait donc une articulation entre budget et émissions. Et la deuxième chose, c'est que par contre aussi, il y a un problème de rapprochement entre les flux carbone et les flux financiers. Ça, c'est le problème de l'intégration. Et malheureusement, la plupart du temps, cette intégration se fait sur la base de valeurs, notamment sur le pricing du carbone et des choses comme ça, qui conduisent à des analyses coûts-bénéfices qui sont dramatiques. Il y a très peu d'approches. En fait, il y a quasiment que CARE qui propose une approche sur les coûts nécessaires pour assurer une stabilité climatique. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à la question. Je pense que la personne a précisé dans le chat, elle a précisé en disant plutôt dans le sens rendre compréhensible ou visible au grand public. Ah oui, dans des enjeux en fait de traduction grand public, oui. Alors ça, c'est toujours le problème en fait auquel fait face la comptabilité, c'est que c'est bien ça le problème de la technicité, c'est que en fait, malheureusement, peu de gens, quand même beaucoup de gens, mais le grand public ne sait pas lire un bilan ou un compte de résultat de façon basique. Il y a une formation qui doit être faite derrière. Et ce qui se passe, c'est que il y a des questionnements. C'est comment peut-on faire en sorte que le grand public soit plus à même, par exemple, simplement de comprendre un bilan compte de résultat, parce que c'est fondamental pour comprendre comment fonctionne l'économie. Hein. L'économie part de ça. Pourtant, énormément de gens, en fait, ne savent pas lire un bilan compte de résultat. Je parle de ça parce qu'on a exactement les mêmes problèmes en comptabilité carbone et extra-financière. C'est-à-dire que derrière, oui, il y a des enjeux techniques qui sont pas simples, mais il y a la compréhension des choix aussi qui sont faits derrière. Et notamment, par exemple, la NZD, pour la rendre plus simple au grand public, c'est pas évident. Vous avez énormément de notions qui sont assez complexes, mais c'est une vraie question. C'est une vraie question. On travaille pas mal d'ailleurs avec des communicants pour essayer, ne serait-ce que d'avoir des mots plus simples ou d'éviter certains termes. Mais c'est une vraie question. Je suis d'accord. Voilà. J'espère que ça a répondu à la question de la personne. Il y a une autre petite question qui est qui concerne, donc, vous dites que la comptabilité montre une version du monde, mais que met-elle principalement en avant aujourd'hui et quels sont les objectifs finaux de la comptabilité carbone comme vision du monde? Les objectifs finaux, justement, malheureusement, c'est ce que j'ai un peu indiqué, c'est-à-dire que c'est considérer la nature comme un ensemble productif, que la comptabilité ne montre que les impacts sur l'organisation, etc., etc. Ça, c'est très, très clair. Notamment, il y a une initiative aux États-Unis qui a été montée avec un consortium qui rassemble les Big Four, les normes comptables dites internationales, ce qu'on appelle les IFRS, qui rassemble aussi l'initiative Integrated Reporting, le GRI, qui est le Global Reporting Initiative, SASB, qui est un autre type de reporting américain. Enfin, c'est en fait peut-être un des plus gros consortiums économiques jamais montés, qui en fait est en train de mettre en place le Sustainability Reporting, qui va s'imposer, en tout cas, qui va être très important, qui en fait a pris le parti pris de n'être que ce que j'ai appelé en matérialité simple, donc de ne montrer que les impacts positifs et négatifs sur l'organisation, et y compris au niveau de la comptabilité carbone. C'est-à-dire que la comptabilité carbone, à l'heure actuelle, est très souvent pris uniquement pour montrer ce que ça fait en termes de perte de cash flow, de flux de trésorerie pour l'entreprise, ou de gain, en fait, de flux de trésorerie pour l'entreprise. C'est comme ça que souvent la comptabilité carbone est appréhendée. Alors, pas dans le bilan carbone, c'est un peu délicat cette question parce que c'est pas clair. Il y a quand même une vision beaucoup plus ingénierique. Mais par exemple, encore une fois, la NZD ne raisonne pas comme ça. Donc, mais évidemment, c'est pas elle qui est en train de s'imposer. Enfin, c'est pas un travail, mais voilà. Merci.
Alors, il y avait une autre question qui était la suivante. Selon vous, la triple comptabilité est le but ultime pour aller dans ce sens de l'écologisation des activités, intégration des bilans d'entreprise? La triple comptabilité, si elle est basée sur une triple comptabilité en valeur, non, c'est même catastrophique. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc c'est bien pour ça que j'insistais sur le fait que, en fait, parler de comptabilité triple, comptabilité multi-capitaux, en fait, en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. Si on n'a pas une notion de ce qu'est le capital. Si vous êtes sur une comptabilité multi-capitaux avec des capitaux comme actifs, j'aurais tendance à dire vaut mieux rien faire en fait, parce que là on est juste en train d'aggraver le problème. On est juste en train de montrer en fait aux entreprises comment encore plus exploiter la nature. Enfin, là je prends des raccourcis, mais c'est un peu ça l'idée en fait, véritablement. Donc mettre en place des comptabilités qu'on peut appeler triple, multicapitaux ou tout ce qu'on veut, c'est pas. En fait, si vous voulez, donc, c'est la question donc d'être nécessaire, c'est-à-dire qu'il faut aller vers l'intégrativité. Mais c'est pas simplement le fait de dire tiens, je suis intégratif qui va en fait changer les choses. C'est le fait d'être intégratif et d'être dans une vision du monde qui soit véritablement écologique. C'est ça en fait l'enjeu. Merci. Je ne sais pas si ça c'est clair. Si, je pense que si. C'est ça qui est dur à passer aux acteurs, hein, évidemment, parce que il y a souvent la première couche. Ah oui, il faut vérifier la comptabilité. C'est déjà très dur à penser. Et on s'arrête là. Oui, mais justement, non. Alors, il nous reste très peu de temps. Alors, je peux peut-être vous poser une question très rapidement. Oui. Il nous reste quelques minutes. Comment peut-on savoir si une entreprise prend en compte ce capital passif et non actif? Je vais être très direct là aussi, sans trop de subtilité, parce qu'il nous reste peu de temps. Véritablement, au niveau international, la seule et unique comptabilité qui prend en compte le capital comme passif, elle a été faite pour ça, c'est CARE. Il n'y en a pas d'autres. Vraiment, toutes les initiatives, et pourtant on fait du screening, enfin on regarde ce qui se fait. Hein. Il y a un tout petit bout de quelque chose. D'ailleurs, on est en contact avec lui en Grande-Bretagne. C'est quelqu'un qui s'appelle Richard Murphy qui a beaucoup fait pour le Green New Deal au niveau de la Grande-Bretagne, qui a commencé à mettre en place un système qu'il appelle de Sustainable Historical Cost Accounting, qui va dans ce sens-là, mais autrement, voilà. Tous les autres systèmes sont basés sur du capital comme actif. C'est vraiment une lame de fond. Enfin, Et dès que vous entendez, il faut investir dans le capital naturel, dès que vous entendez internalisation des externalités, dès qu'on entend services écosystémiques et choses comme ça, on est dans du capital comme actif, systématiquement. D'accord. Merci beaucoup pour cette réponse très intéressante. Merci pour cette présentation. Vous pouvez retrouver la conférence en ligne si vous souhaitez la revoir. Vous avez également les coordonnées que M. Rambaud a données si vous voulez participer aux formations introductives à CARE. Et je vous souhaite une bonne journée et de bonnes conférences si vous continuez à être sur le festival de la COP2 étudiante. Merci à Alexandre Rambaud. Merci, au revoir.